avant de vous présenter notre invité ce soir, j'aimerais juste faire un petit retour sur les événements de la semaine dernière. Juste vous rappeler, bon, le 22 mars dernier, on était 200 000 personnes dans les rues de Montréal. Pour notre gouvernement, il ne s'agit pas d'une expression assez forte encore. Puis si ce n'est pas encore assez, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'être. À ce stade-ci, moi, ce que je vous propose, c'est de demander des élections générales le plus tôt possible avec nos revendications pour le retrait de la hausse. Je pense qu'on se voit bien ça. Je pense qu'il faut montrer la porte à notre gouvernement, puis la fermer derrière lui. Sans plus attendre, je vous présente M. Jean-Marc Pilote, illustre philosophe, militant et redresseur de tort. On est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Là, j'aime ça lorsque je parle, pouvoir voir les gens. Là, à cause des spots lumineux, je vois personne. Et ça explique pourquoi j'ai parler au téléphone, parce que je ne vois pas la personne à qui je parle. Alors, je me demandais si quelqu'un avait ici une casquette genre baseball qui pourrait me prêter, puis là, je vous verrai un peu. Non? Oui? Il n'y a personne qui a... Ben ça, c'est pas si mal, c'est un début. Ah, bon. Bon, oui, je vois un peu. Ah, excellent. Merci. Alors, je vais essayer d'expliquer. Vous pouvez essayer ça? Ah. Benjamin. À mon âge, je ne fais plus de concours de beauté. Alors, écoutez, en 1960, j'avais 20 ans. Alors, j'ai connu un peu le Québec avant la Révolution tranquille, évidemment, puis je l'ai connu après. Alors, je vais partir de ce moment-là. C'est quand même présenté à peu près un demi-siècle de lutte, puis de gains et de pertes aussi. Révolution tranquille, évidemment, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui se sont battus beaucoup dans les années 50. Alors, des intellectuels reliés à Cité Libre, reliés à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Laval, des syndicats. À ce moment-là, la CSN, à ce moment-là, ça s'appelait la CTCC, c'était catholique, mais depuis les années 50, elle est devenue combative, tandis qu'auparavant, on disait, ben, tu sais, chacun doit s'aimer, les patrons doivent aimer les ouvriers, puis les ouvriers aimer les patrons, alors ça ne faisait pas très, très combatif, toi. Mais à partir des années 50, c'est devenu beaucoup, il y a eu des luttes très, très dures. Et du côté de la FTQ, c'était des syndicats industriels qui étaient combatifs, tandis que les syndicats de métier étaient plutôt collaborés avec Duplessis. Alors, ces gens-là qui prennent le pouvoir en 1960. Et ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est des transformations assez profondes. Un, c'est qu'on crée un système scolaire unique, du primaire jusqu'à l'université. Auparavant, le système scolaire était divisé en deux. Il y avait les gens du peuple qui faisaient le primaire, secondaire, puis s'en allaient sur le marché du travail, et des collèges privés classiques qui permettaient d'aller à l'université. Pour aller au collège privé classique, il fallait avoir de l'argent ou faire croire au curé qu'on venait devenir curé. Comprenez-vous? Alors, c'était deux systèmes, il y avait vraiment deux systèmes complètement séparés. Alors, la création du ministère de l'Éducation permet un système scolaire unifié qui va du primaire au secondaire, au cégep et à l'université. Ça a permis une transformation assez radicale dans la mesure où on coupait, en fin de compte, une espèce de division. Et à l'époque, le collège privé, le collège classique, on enseignait ce qu'on appelait une formation humaniste gréco-latine. Ça veut dire que la philosophie, c'était du néo-thomisme. Vous ne connaissez pas ça, mais nous autres, on n'a rien connu, rien que ça à ce moment-là, à cette époque-là. Et la littérature aussi, c'est une littérature qui est expurgée. L'index existait à ce moment-là.
Ça veut dire les deux auteurs, on ne pouvait pas les trouver dans la bibliothèque publique qui n'était pas enseignée, on ne pouvait pas le trouver difficilement dans les librairies. Par exemple, Sartre, Camus, Gide, Marx, Voltaire, tous les auteurs intéressants, on ne pouvait pas les lire, toi. Alors, l'enseignement du collège classique était axé pour former des prêtres, des avocats, des médecins, des notaires. Alors, la Révolution tranquille, au niveau du ministère de l'Éducation, on dit qu'on doit aussi enseigner les sciences. C'est important de connaître les sciences, les mathématiques, les sciences humaines, une philosophie qui commençait, qui allait au-delà qu'auparavant, par exemple, à l'Université Laval, c'est encore un peu comme ça, mais pas tellement, un petit peu. La philosophie s'arrêtait avec Descartes, ça veut dire avec la modernité. Alors, c'est un enseignement quand même qui était extrêmement frileux. L'autre chose qui a été réalisée aussi, c'est la mise sur pied d'un système de santé. Avant les années 60, si vous étiez pauvre, si vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas d'assurance, quand vous alliez voir le médecin, il fallait payer. Alors, vous allez voir le médecin juste avant de mourir, toi. Pour être sûr, il vous disait, vous allez mourir, alors là, vous pouvez aller avoir l'extrême onction pour aller directement au ciel. Comprenez-vous? Sinon, vous n'y allez pas, mais ça coûtait trop cher. Alors, le système de santé unique a été réalisé à ce moment-là, permettant à tous les gens, lorsqu'ils étaient malades, de se faire soigner. Ça, c'est une autre grande transformation. Troisième grande transformation qui s'est faite à cette époque-là, par ces gens-là qui ont pris le pouvoir en 1960, c'est la création par exemple, d'Hydro-Québec, de la Caisse de dépôt de placement, ça veut dire d'instruments économiques de l'État pour essayer d'orienter le marché. À l'époque de Duplessis, ça n'existait pas. Ça veut dire, Duplessis, pour lui, le marché, là, il fallait que l'État aide le marché. Il ne fallait pas qu'il intervienne dans le marché. Duplessis, c'était quelqu'un qui était, on pourrait dire maintenant, néolibéral avant la date, toi. Alors, pas du tout le marché, on n'intervient pas. Et toute l'éducation, la santé était en grande partie financée par l'État, mais c'était l'Église qui contrôlait ça. Alors, l'État, lorsque le gouvernement changeait, les fonctionnaires changeaient aussi. La police changeait, ainsi de suite. Ça veut dire que l'État, c'était l'instrument du gouvernement, comprenez-vous? Alors, avec la Révolution tranquille, on dit c'est fini ça. Là, les fonctionnaires vont être choisis en fonction des diplômes. Ils vont passer des examens pour être reçus. Au bout d'1 an ou 2 ans, ils vont obtenir leur permanence, ce qui fait que si le gouvernement change, on ne les mettra pas à pied. Alors, on a parlé d'un État bureaucratisé, technocratisé, c'est vrai, mais je pense que c'était supérieur à l'autre État avant qui répondait uniquement à les liens que tu avais avec le parti au pouvoir. Alors, ça, c'est des transformations qui ont été assez majeures. Il y a aussi, à l'époque du Duplessis, les syndicats étaient très mal vus. Ça veut dire que le gouvernement utilisait la police et la matraque pour casser les syndicats. Les lois de travail ne favorisaient pas les syndicats et souvent, le gouvernement passait à travers. Alors, à partir des années 60, les syndicats se sont battus, ont obtenu un nouveau code du travail qui permettait plus facilement de s'organiser, de négocier, de mener des batailles contre le patron, contre le gouvernement. Ce qui se passe aussi, bon, je vous dis, moi j'ai 20 ans en 1960, je n'ai pas le droit de voter parce qu'à l'époque, il fallait avoir 21 ans, mais disons, à ce moment-là, commence à se dégager au sein, hors de l'État comme tel, hors de la Révolution tranquille, un mouvement qui est un mouvement nationaliste, indépendantiste, et qui, pour la première fois au Québec, c'est un mouvement laïque. Avant, si vous lisez l'histoire, on était Canadiens, Français et catholiques, toi. Le fait français et le fait catholique, c'était comme nos deux mamelles, toi. Tandis qu'avec le RIN en 1960, l'indépendance est posée de façon laïque. On ne parle plus du tout de la religion. Alors, les années 60, se développe le RIN, se développe le FLQ, se développe la revue Parti pris, le mouvement MLP dans lequel j'étais à l'époque, qui dit, si on va avoir une indépendance, ça ne doit pas être seulement politique, ça doit être aussi économique, parce qu'on est trop dépendant des États-Unis, et ça doit être aussi laïque. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ce ne soit plus le clergé qui domine l'ensemble de la conscience. Ça, vous ne pouvez pas le voir, mais à l'époque, je veux dire, pour vous donner un exemple, quand j'étudiais à l'École normale Jacques-Cartier, moi j'ai fait le secondaire public, l'École normale Jacques-Cartier, puis après ça,
qui est un moyen pour rentrer en philosophie. Alors, pour un peu, par provocation, je me promenais à l'École normale Charles-Cartier avec Cité libre sous mes bras, toi. Cité libre, c'est la revue de Pierre-Éliott Trudeau, de Gérard Pelletier, qui proposait un État laïque, pas laïque, un État républicain, respectant les lois, ainsi de suite, toi. Ça n'allait pas très, très loin, mais à ce moment-là, c'était vu vraiment comme l'enfer, presque, toi. Alors, la direction de l'École normale m'a averti que si je continuais comme ça, je n'aurais pas mon brevet A qui était nécessaire à ce moment-là pour enseigner. Alors, comprenez-vous, les gens comme moi, qui étaient un peu de travail, qui ne pensaient pas comme tout le monde, on se retrouvait, il y avait quelques bars comme ici, là, mais ici, il y en a plusieurs à Montréal, quelques bars sur la rue Sherbrooke, où là, on pouvait se retrouver ensemble pour pouvoir discuter librement, ce qu'on ne pouvait pas faire ça à l'école, ni dans notre famille, ni ailleurs. C'est un milieu extrêmement fermé. Alors, dans les années 60, c'est dans la société civile, ce n'est pas du tout rapport avec le gouvernement comme tel, le Parti libéral qui a pris le pouvoir. C'est dans la société civile que se développe ce mouvement-là, radical, indépendantiste, socialiste, laïciste, et qui va conquérir peu à peu, les syndicats ne l'étaient pas du tout à l'époque, ils vont le devenir peu à peu, toi, de façon radicale. Alors, dans ces années-là se mènent des luttes de reconnaissance syndicale, des luttes aussi de reconnaissance laïque, très difficiles. C'était, disons, le mouvement laïque de langue française, c'est créé par des gens plus vieux que moi, là, des gens qui devaient avoir 30, 40 ans, qui s'étaient battus sur ça. Alors, tout ce qu'ils demandaient, c'est la création d'un secteur neutre à Montréal. Comprenez-vous? Gérard Pelletier, qui était exposé, il était très choqué, il trouvait qu'il allait bien trop loin, toi. Et celui qui avait écrit ce manifeste-là, c'était Lacoste, qui, à un moment donné, parce qu'il est devenu recteur de l'Université de Montréal. Pour devenir recteur de l'Université de Montréal dépendait du cardinal de Montréal, l'archevêché de Montréal. Il a dit, ben ça, j'ai fait ça, j'ai répondu à une commande. Moi, je ne pense pas du tout ça, toi. Puis ils l'ont accepté, ils l'ont nommé recteur par la suite. Voyez-vous, c'est une mentalité très, très... Est-ce que c'est clair là, que c'était, enfin, pas très gai? Alors, il fallait se battre. Il fallait se battre pour ouvrir les choses, soit. Et le Québec, évidemment, se situe dans le monde. C'est qu'à cette époque-là, il se passe différentes choses aux États-Unis, il y a la guerre au Vietnam. Hein? Et les jeunes, les étudiants sont envoyés en guerre parce que la conscription est obligatoire. Alors, ça crée un mouvement de jeunes qui remettent en question, évidemment, la guerre au Vietnam, qui remettent en question l'État, qui posent plein de questions. Ça va donner... et aussi, il y a tout un mouvement des jeunes universitaires qui vont se lier aux Noirs pour se battre contre la discrimination sociale, contre les Noirs, qui était extrêmement forte. Elle l'est encore aux États-Unis, mais c'est rien par rapport à ce moment-là. Alors, ce mouvement-là va créer aussi des choses en France aussi. Alors, il y a un mouvement de contestation, il y a un mouvement aussi de lutte où, par exemple, l'Algérie obtient l'indépendance après une lutte très, très dure contre la France, qui voulait le garder comme colonie. Les États-Unis se font battre au Vietnam. Les États-Unis, la grande puissance mondiale, pour la première fois, ils sont fait battre au Vietnam par un peuple de paysans. Cuba, à l'époque, c'est le premier pays qui obtient, que ce soit qu'on en pense maintenant, l'indépendance face aux États-Unis, malgré les États-Unis. Alors, il y a tout un mouvement de lutte qui sont victorieuses, où on gagne des choses. Et ça va se perpétuer dans les années 70. Alors, dans les années 70, il y a un mouvement indépendantiste qui devient de plus en plus fort. Et dans les années 70, vous savez, le FLQ emprisonne un diplomate de l'Angleterre, de Grande-Bretagne. Et pour répondre à ça, Pierre-Éliott Trudeau envoie l'armée au Québec, l'occupation armée du Québec. C'était parce qu'à ce moment-là, les cégeps, l'université, les étudiants sortent pour appuyer le manifeste du FLQ, hein, puis des fois un peu les positions du FLQ. Et ce mouvement-là devient tellement fort que quand Trudeau envoie l'armée au Québec, ce n'est pas pour arrêter à peu près 20 FLQistes, que tout le monde connaissait à peu près, c'était vraiment pour faire peur au monde. Et les gens ont eu peur, tu sais.
Jusqu'ici, l'armée québécoise-canadienne, depuis au moins de 1937, on l'envoyait à l'étranger. C'est la première fois qu'elle venait chez nous, toi. Alors, les gens ont eu peur, c'est parti de tous les bords, toi, de tous les côtés. Et moi, ce qui m'a entraîné à m'impliquer dans le syndicalisme, c'est que même les organisations étudiantes, moi, j'étais prof en Sciences Po, j'étais proche des étudiants. Et avant l'occupation, on avait des grandes réunions, à peu près tous les étudiants de Sciences Po étaient là, tu vois. Après l'occupation armée du Québec, il y a à peu près 15 militaires, on les rencontre, on convoque tout le monde pour se rencontrer le lundi. Le lundi, on est rendu à 17. Et c'était pas seulement les étudiants, les profs avaient peur. Toutes les organisations tombent, il y a quelques intellectuels, le Parti québécois n'existe plus non plus, il y a René Lévesque, des intellectuels qui interviennent comme ça contre l'occupation du Marais. Mais comme organisation, ça n'existe plus. Les seules organisations qui résistent, c'est la CSN, la FTQ, la CEQ, maintenant ça s'appelle la CSQ, les enseignants, qui réunissent la première fois de leur vie l'exemple du Conseil général. C'est 750 membres ensemble à Québec pour se prononcer contre les mesures de guerre. Alors je me dis là, tu sais, malgré que certains syndicats étaient contre ça, je me dis, s'il faut travailler à l'intérieur des syndicats. Il y a une force, il y a une puissance là, démocratique pour s'opposer à ça. Alors, dans les années 70, il y a des luttes extrêmement dures. Avant les années 70, il faut que j'en parle un peu aussi, il y a mai 68 en France, hein, où il y a une espèce de conjonction du mouvement étudiant, du milieu ouvrier, les syndicats étaient très forts et très militants à ce moment-là, qui entraîne une remise en question de l'autoritarisme. Vous savez, en France, c'est encore maintenant, pour vous donner un exemple, les professeurs français de gauche, comme Touraine, aimaient bien avoir des étudiants québécois. Les étudiants québécois, ils posent des vraies questions, toi. En France, tu ne poses pas des vraies questions. Tu poses la question pour donner au professeur le chance de répondre ce qu'il a pensé, comprenez-vous? Alors, c'est parce que la France, avant ça, c'est une monarchie puis une aristocratie. Hein. Alors, les gens sont très respectueux de l'autorité. Trop respectueux de l'autorité. Alors, 1968, c'était une révolte contre ça, une révolte aussi contre l'ensemble de la société, une remise en question. Ce qui part de ça, c'est... maintenant, vous autres, ça ne vous dérange plus, mais à l'époque, un étudiant ou une étudiante qui habitait dans les maisons universitaires n'avait pas le droit de passer la nuit ensemble. C'est interdit. À un moment donné, ils ont dit, ben, tu sais, hein, c'est ma blonde, c'est mon chum. Alors là, ils ont commencé à mener une cabale, ça s'est répandu dans l'ensemble des universités, puis dans l'ensemble, après ça, le mouvement syndical est entré dans cette lutte-là. Il y a eu vraiment une revendication extrêmement forte. Et Charles de Gaulle était voir l'armée, d'ailleurs, pour dire, bien, peut-être qu'on va avoir besoin de vous autres. Toi. Mais ce mouvement de contestation très, très fort, dans lequel étaient les étudiants, dans lequel était le mouvement syndical, il y a eu un peu la même chose ici à l'automne 68, dans les cégeps. Les cégeps venaient d'être créés. Et là, il y a eu la conjonction de différents groupes. UGEC, qui était l'Union générale des étudiants du Québec, qui regroupait les étudiants universitaires et cégeps. Il y a eu aussi, à l'époque, il y avait la JEC qui était très forte, jeunesse étudiante chrétienne, qui, dans les cégeps, défendait la position que les étudiants étaient des citoyens, étudiants, mais étaient des citoyens. Et là, le professeur ne pouvait pas dire ce qu'il voulait du haut de sa chaire, mais devait consulter les étudiants et discuter avec eux. Alors, remise en question d'un rapport extrêmement autoritaire pédagogique où le professeur avait la vérité et les étudiantes étaient des cruches dans lesquelles on versait notre savoir. Remise en question aussi dans le sens que les cégeps s'ouvraient, mais là, au niveau universitaire, c'était complètement fermé. Alors, ça a entraîné de la création de l'UDQ et dans les diverses régions. Et ce qui a permis aussi, c'est des grandes transformations, ça veut dire l'université est devenue populaire, entre guillemets, tandis que l'université était vraiment réduite à une élite auparavant. Et l'université s'est ouverte aux femmes. Avant 60, il y avait très peu de femmes au niveau universitaire. Les femmes qui allaient à l'université en droit, c'est pas de trouver un bon parti, comprenez-vous? C'est pas pour faire une profession. Je vous dis ça, là, c'est comme... Alors, dans les années 70, cette lutte-là continue. Il y a des luttes très dures en termes syndicaux.
Entre autres, par exemple, en 1972, pour la première fois, il y a un front commun des trois grands syndicats, CSN, CEQ, FTQ, qui demandent, entre autres, 100 $ minimum par semaine. Ça visait les infirmières, les employés d'hôpitaux qui étaient mal payés, ça ne visait pas les professeurs, mais les professeurs ont embarqué dans cette lutte-là. Il y a eu une grève générale. Le gouvernement a passé une loi pour casser cette grève-là. Les dirigeants syndicaux ils ont dit que cette grève-là est illicite. Alors, le gouvernement les a fait emprisonner, 1 an de prison. Alors, à ce moment-là, il y a une grève générale des travailleurs du secteur public et privé pour aller contre ça, pour demander la libération des dirigeants syndicaux. À un moment donné, ils ont libéré pour pouvoir négocier, et ainsi de suite. Tu vois. Alors, c'était des grèves très, très dures. Et dans le secteur privé, il y avait des grèves très dures. Il y a eu des conquêtes à ce moment-là. Des grandes conquêtes pendant cette période-là. Ce qui s'est développé aussi dans les années 70, c'est le mouvement des femmes. Disons, la première victoire des femmes, c'est en 1944, je pense, lorsqu'ils ont obtenu le droit de vote. Avant ça, il n'y avait pas le droit de vote. Et ils ont obtenu le droit de vote contre le cardinal, je pense qu'il s'appelait Roy, à ce moment-là, je ne me souviens plus, là, qui disait, c'est vraiment, les femmes sont faites pour être à la maison, faire des enfants, s'occuper du mari. Puis s'ils votent, ça va diviser les familles. T'es contre ça, comment nous? Alors, ça a passé. Pour obtenir le droit de vote. Puis la première fois qu'une femme a été élue comme députée, elle est devenue ministre, je pense, dans les années 60. Et à l'époque, dans les années 60, la femme n'avait pas le droit de signer des chèques sans son mari, même si elle travaillait. Comprenez-vous? Parce que, bon, elle devait, quand on disait on se mariait à l'époque, c'est la femme, l'homme promettait la protection aux femmes et la femme obéissance à son mari. Alors maintenant, quand je vous regarde les femmes, non, vous ne seriez plus d'accord avec ça. Bon, je vous demanderais plutôt la soumission du mari, non? Autre chose qui s'est fait dans les années 70, c'est une libération sexuelle aussi. Dans le sens que, à l'époque, moi, comme j'ai été formé, il fallait, dans l'éducation catholique, on se mariait pour faire des enfants. La sexualité, c'était rien, pas en dehors du mariage, puis dans le mariage, faire des enfants. Pas pour avoir du fun, comprenez-vous? Pas pour en prendre plaisir. Même Saint-Augustin, que vous ne connaissez pas, mais il disait au 5e siècle avant Jésus-Christ, que si malheureusement vous faites l'amour pour faire des enfants, puis vous avez un peu de plaisir en le faisant, après ça, lavez-vous les mains puis demandez pardon à Dieu. Comprenez-vous? Non, mais je vous dis, c'est exact. Alors, les pasteurs nous disaient qu'on avait des rencontres, des rencontres pour nous montrer, dans le temps de Pâques, pour nous montrer la bonne voie. Les pasteurs nous disaient, est-ce que vous caressez les seins de votre mère? On dit, ben non. Ben, vos amis, faites-leur comme votre mère, ne touchez pas leurs seins, comment vous? Alors, il y a eu un mouvement qui fait que même les catholiques maintenant, la plupart des catholiques maintenant, je veux dire, ils peuvent prendre la capote, comment vous dites ça, là, enfin, hein? Un condom. Ils peuvent prendre les femmes peuvent prendre la pilule, tandis qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Il y avait des gens qui faisaient le saute-mouton, et qui était une mauvaise façon, parce qu'on ne sait jamais, les saute-moutons, vous manquez votre coup. Ou encore la méthode de Gino. La méthode de Gino, vous savez, calculer les jours, puis, mais ça, je veux dire, c'est la meilleure façon d'avoir des enfants involontairement. Alors, le fait que la femme, avant, je veux dire, ça se passait les années avant que les femmes ou les hommes, hors du mariage, avaient des relations sexuelles. Mais celle qui payait, c'était la femme, hein, parce que c'est elle qui avait le bébé. Puis à ce moment-là, bien, ils la cachaient dans les hospices, puis l'enfant était repris à l'orphelinat. Alors, il y a toute une libération sexuelle en disant le sexe, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien, on peut le vivre avec plaisir. Et aussi, la reconnaissance, ça s'est commencé dans ces années-là, la reconnaissance aussi que les gens ne sont pas tous hétérosexuels. Il y en a qui ont plus un plaisir pour la même chose, et d'être reconnus, parce qu'à ce moment-là, il y avait une discrimination qui était reconnue même par la loi.
C'est Pierre Elliott Trudeau, en 80, qui a passé une loi omnibus, qui a mis, je ne sais pas comment, je sais pas, 150 lois dedans, puis il a fait passer à l'intérieur de ça le fait que l'État n'avait pas à voir dans les chambres à coucher qu'est-ce qui se faisait. Ça veut dire un vote anti-discrimination sexuelle contre l'homosexualité. Alors, ça s'est fait dans ces années-là, mais ça s'est fait par des luttes aussi. Ça s'est fait par des luttes d'hommes et de femmes qui remettaient en question la façon de penser. Alors, et ça marchait parce qu'on gagnait. Alors, quand on gagne, on est porté à se battre, à aller plus... je pense qu'il y a une réaction qui se fait au niveau international parce qu'on ne peut pas penser le Québec sans l'inscrire dans l'ensemble du monde, qui commence dans les années 80. Commence dans les années 80 par Thatcher, par Reagan, qui impose une conception néolibérale. En gros, ce qu'on dit, l'État, c'est un mal. Le marché, c'est bien. Donc, il faut diminuer l'État et développer le marché. Et à l'intérieur de ça, aux États-Unis surtout, s'est développée aussi toute une droite religieuse, hein, très présente, avec Bush, par exemple, le dernier Bush, très, très présente, qui dit, en fin de compte, la façon dont on vivait antérieurement, tu vois, avec une femme obéissante au mari, avec des enfants, avec une famille qui se reproduit, qui n'a plus de divorce, puis c'était très bien, tu vois. Donc, il faut revenir à la morale ancienne. Regardez Harper, aujourd'hui, c'est un Bush, le clone de Bush. Alors, ce pouvoir-là, à un moment donné, a dominé le monde. Alors, s'entraîner, par exemple, en termes économiques, les choses suivantes. Un, dans les années 60, quand on sortait de l'université ou d'école secondaire ou du lycée, on pensait trouver un job assez facilement, à plein temps, en disant on va travailler là jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Ça assurait une force aussi au niveau syndicat parce que la personne s'inscrivant dans une sécurité d'emploi, une sécurité de vie, en s'inscrivant dans une usine, disait, bien, tu sais, j'ai un job à vie, puis à la fin, bien, tu sais, bon. Alors ça a été cassé en faisant en sorte que 30 à 40 de la main-d'œuvre maintenant est travail précaire. Ça veut dire que les gens n'ont plus de sécurité d'emploi. Ils peuvent des fois travailler à un endroit, changer d'endroit, ainsi de suite. Et à l'époque, dans les grandes entreprises, il y avait ce qu'on appelle des fonds d'assurance à prestations déterminées. Ça veut dire, toi puis l'employeur, vous payez, par exemple, 3 chaque année. Puis à la fin de la vie, au bout de 35 ans, vous avez travaillé, vous recevez 70 de votre salaire jusqu'à la fin de tes jours, indexé ou pas selon le cas. Ça, maintenant, c'est en train de disparaître. Ce qu'on veut, c'est des fonds de retraite dans les secteurs privés, ça va venir au secteur privé. Des fonds de retraite on sait que cotisation déterminée. On sait comment on paye, mais on ne sait jamais ce qu'on va avoir à la fonds de retraite. C'est ça que ça veut dire. Alors, autre chose qui a été faite aussi dans le même temps, c'est avec la précarisation de la main-d'œuvre, la deuxième chose qui a été faite aussi, c'est les clauses orphelins, hein, qui maintenant sont limitées au Québec parce qu'à cause du mouvement des jeunes, pas assez des syndicats, à mon avis, ils ont à un moment donné limité ça. Elle existe encore. En Canada anglais, ça existe partout. Toutes les entreprises québécoises qui relèvent du Canada anglais, ça existe, la clause orphelin. C'est bien simple. On dit aux syndicats, écoutez, là, on a des problèmes à cause de la concurrence mondiale, ou bien vous acceptez une diminution de salaire, ou bien, ce qui est possible, les travailleurs qui ne sont pas là encore, là, au lieu de les engager à, sont pas 10 piastres de l'heure, on va les engager à 7 piastres de l'heure. Qu'est-ce que vous pensez que vote l'Assemblée générale? Elle vote pour eux autres, elle ne pense pas aux plus jeunes qui arrivent après. Alors ça a passé comme ça a été vraiment une pratique. Ça ne venait pas des syndicats, hein, ça venait de la partie patronale, mais une pratique qui faisait qu'il y avait la solidarité intergénérationnelle n'était pas très forte. L'autre affaire, c'était la mondialisation. Alors, ça, ça a passé au Québec grâce à Landry, le politicien économiste, là, et qui a convaincu l'ensemble des péquistes d'accepter l'ALENA. Alors, l'ALENA, qu'est-ce que c'est? C'est que l'entreprise privée peut investir où elle veut, où elle veut, tandis que les travailleurs ne peuvent pas travailler où ils veulent. Hein?
Si vous êtes vous ne pouvez pas aller travailler au Mexique, le Mexique ne peut pas aller travailler aux États-Unis. La liberté, c'est l'entreprise, la liberté d'entreprise d'aller où elle veut, pour quelle que soit la raison. Même quand le gouvernement canadien a dit cet investissement-là, on ne le veut pas parce que ça va contre l'environnement, la compagnie a été contre le gouvernement canadien, puis elle a gagné en cours. Le gouvernement canadien a été obligé de payer, je pense, 17 millions. Comprenez-vous? Alors, c'est la liberté totale de l'entreprise. L'entreprise, ce que ça veut, c'est faire des profits de productivité. Comprenez-vous? Alors, ça fait en sorte que, par exemple, regardez toutes les manufactures qui partent aujourd'hui pour la Chine, pour le Mexique, et ainsi de suite, c'est que les entreprises ici, en disant, bien là, on peut avoir une main-d'œuvre au Mexique ou en Argentine ou en Chine qui va nous coûter moins cher, qui va produire la même chose, puis va faire plus de profit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment ici puis ils ouvrent là-bas. Alors, la mondialisation que l'État québécois a favorisée a fait en sorte que les protections sociales et économiques qu'on avait auparavant aient diminué. Ce qui fait que depuis 20 ans, puis ça c'est vrai en Amérique du Nord, les travailleurs n'ont pas augmenté leur niveau de vie, compte tenu de l'inflation puis du chômage des taxes. Ce qui a augmenté, puis malgré que le produit national brut a augmenté beaucoup, et que les dirigeants d'entreprises ont vu leurs revenus multipliés par 40. Alors, je ne dis pas que les syndicats se sont mal battus ou battus, mais ils ont été sur la défensive, essayant toujours de protéger ce qu'il y avait auparavant, s'ils avaient gagné des années antérieures, avec plus ou moins de succès. Alors, à l'intérieur de ça, il y a eu des luttes aussi, des luttes du mouvement syndical, certaines gagnées, certaines limitées, des luttes des mouvements des femmes qui ont gagné beaucoup dans les 20 dernières années, 25 dernières années. Le mouvement des femmes au Québec, c'était un des mouvements les plus forts au niveau mondial. Plus fort que ce qui s'est fait aux États-Unis, plus fort que ce qui s'est fait en France, plus fort que ce qui s'est fait en Italie. Si vous me posez la question, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Il y a eu des luttes aussi du mouvement étudiant, et ce qui explique pourquoi qu'au Québec, c'est les étudiants universitaires au Québec qui paient le moins au niveau universitaire. C'est parce que le mouvement étudiant s'est levé, s'est battu, puis il y a eu plusieurs conquêtes. Les autres luttes très fortes, mobilisation, c'était au niveau de la défense de la langue, qui a été protégée par la loi 101 en 78, je pense, ou 76 dans ce bout-là, par le premier gouvernement du PQ. Et il y a eu des grandes mobilisations pour la défense de la langue française, parce que si on ne la défend pas, elle risque pas de disparaître, mais disons de devenir plus signifiante. Et les autres luttes, c'est sur le mouvement étudiant. Et je pense aussi des luttes on s'aperçoit de plus en plus que les luttes ne doivent pas être pensées rien qu'au niveau d'un pays, d'une localité, qu'elles doivent être pensées au niveau international. Alors, tout le mouvement altiers-mondialiste s'est construit autour de ça. Autour de dire les décisions se prennent au niveau international maintenant, et nous, on doit pouvoir agir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est le mouvement international Attaque France, Attaque Québec, ainsi de suite, qui, en 2003, a fait la même journée des manifestations dans le monde contre la guerre en Irak. Et aussi, à Montréal, il y a eu 200 000 personnes qui se sont réunies, autant que lors de la grève étudiante. Alors, il y a des luttes qui sont faites. L'autre mouvement qui s'est développé, mais ce n'est pas un mouvement très, très fort, c'est plus des individus ou des petites organisations, c'est le mouvement intermondial, c'est le mouvement écologiste. Ça. Dans la mesure où on s'aperçoit de plus en plus que, en fait, le capital s'en fout, en fin de compte. Hein. Vu que tu fais du profit de la productivité, le reste, si on ne fait pas d'argent, on ne s'en occupe pas. Alors, on s'aperçoit que si on ne met pas un frein à dire tout doit être en fonction de profit, productivité, accroissance de la production, on s'en va au désastre au niveau. Mais ce mouvement-là n'est pas très, très fort parce qu'il est divisé entre des gens qui disent oui, ça, le capital, ça ne pose pas de problème, on peut faire au sein du capital, tandis que le mouvement écologiste dit ben non. Si on ne remet pas en question la mentalité du capital, on n'y arrivera pas. Alors, ça, c'est des grands mouvements. Et le mouvement étudiant, actuellement, disons 200 000 personnes, sa force, je pense, c'est deux choses qui est nouveau. Et ça, c'est vous autres les jeunes, c'est que dans les années 60 et 70, lorsqu'on mobilisait le monde, je veux dire, on mobilisait, les organisations étaient démocratiques, on avait des votes en Assemblée générale, puis ainsi de suite, Conseil général. C'est le comité exécutif qui contrôle les choses, qui créait les comités, puis ainsi de suite. Toi.
Tandis que maintenant, ce qui est frappant, c'est l'espèce de, et ça, je pense que c'est quelque chose de fabuleux, de positif, le développement de l'individualité. Quand je fais la manifestation des 200 000, c'est le nombre de pancartes différentes que chacun avait faites, toi, pour... tandis qu'avant, il y avait un comité qui faisait les pancartes, alors tout le monde avait à peu près les mêmes pancartes. Le SPUC, dont je me suis occupé quand j'étais jeune, quand on faisait des grèves, on a fait une grève de 4 mois très dure, là, tout était planifié, toi, avec l'accord du syndicat. Et le SPUC, quand il a fait une grève il y a 4 ans, j'étais voir, là, tout le monde créait des comités, tu sais, ils partaient de leur bord, tu sais, mais c'était très vivant, mais la mobilisation venait de la base. Et ça, je pense, c'est l'aspect très positif de cette manifestation que vous avez vue. C'est-à-dire, l'individualité maintenant peut construire à l'individualisme, ça veut dire les gens se replient sur eux-mêmes. L'individualité peut permettre aussi de dire des gens, moi, je vais m'unir aux autres parce que j'ai des intérêts communs avec les autres, je partage des valeurs communes ensemble. L'individualité ne conduit pas nécessairement à l'individualisme. Et moi, je trouve que c'est bon. Que chacun développe sa personnalité, je trouve que c'est un truc positif. Tandis qu'avant, on a dû de se battre pour pouvoir exprimer ce qu'on pensait, que les gens soient d'accord ou pas. Deuxième chose qui m'apparaît, disons, fondamentale dans ce que j'ai compris dans cette lutte-là étudiante, c'est que la lutte pour le gel des droits de scolarité ou la gratuité scolaire s'inscrit dans une perspective de défense de l'État social. Ça veut dire que c'est à tous les niveaux. Par exemple, le gouvernement dit, bien là, tout le monde va payer 200 pièces par année pour avoir droit à la santé. Mais c'est la même chose. L'État libéral dit, toi, tu n'es pas une citoyenne en ayant des intérêts communs avec les autres. Toi, tu es une consommatrice, toi, et tu es une cliente, et tu es une payeuse de taxes. Toi. Alors, on réduit chaque chose à un individu qui défend ses propres intérêts individuels sans être capable de régler les autres. Et la défense de l'éducation comme bien public, c'est aussi s'inscrire à l'intérieur d'une défense de l'État social comme bien public. Alors, j'ai été très rapidement. Alors là, j'attends vos questions, vos commentaires, vos débats.